Monsieur le Président, beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions, mais des questions passionnantes. Donc, j'aurai à cœur d'essayer de les grouper. Et s'il y a des zones importantes que je garde dans l'ombre, vous me le signalerez. D'abord, une remarque générale qui est, je crois, essentielle dans votre réflexion, c'est que nous ne pouvons pas traiter la question de la mobilité propre sans traiter dans le même temps la question de l'énergie propre. Ça va de pair. Et je crois qu'il faut traiter les deux sujets en parallèle, car vous pouvez, si vous ne le faites pas de manière parallèle, être confronté à des contradictions que vous connaissez fort bien, puisque je suis, vous le savez, historiquement un défenseur du véhicule électrique, mais le véhicule électrique a surtout son sens si l'énergie électrique est propre, évidemment. Et donc, si vous voulez faire une accélération de la divulgation du véhicule électrique, ce qui peut être en soi un objectif parfaitement légitime et positif, il faut que dans le même temps, nous nous assurions que l'énergie électrique nécessaire à la propulsion de ces véhicules soit également propre, et pas uniquement à Paris, pas uniquement en France, pas uniquement en Europe, mais évidemment sur l'ensemble de la planète. Donc c'est une question, je crois, qui est essentielle, et je me permets humblement de vous le faire remarquer. Nous devons traiter en parallèle et en synchrone la question de la mobilité propre et la question de l'énergie propre. Ça va de pair. Ça, c'est un premier commentaire. Le deuxième commentaire que je voudrais faire, c'est qu'il était bien évident, et ce n'est pas une notion qui concerne directement PSA, il est bien évident que si aujourd'hui nous sommes en situation d'abonder l'achat d'un véhicule électrique avec 10 000 euros pour le client final, c'est que ces 10 000 euros-là doivent surpasser des freins à l'achat. Ces freins à l'achat, ils sont de deux natures aujourd'hui. Premier frein à l'achat, c'est l'autonomie du véhicule électrique. Vous l'avez souligné, aujourd'hui, l'autonomie du véhicule ne permet pas de se substituer pleinement à une automobile dans un foyer où il n'y a qu'une seule voiture pour cette raison de mobilité. Et le deuxième frein à l'achat, c'est la perception qu'ont les consommateurs, à tort ou à raison, d'une insuffisance du réseau de chargement qui reboucle évidemment sur la question précédente de l'autonomie. Donc, la question que nous nous posons, que je sais vous posez, c'est pendant combien de temps est-ce que la nation va pouvoir soutenir une prime à l'achat d'un véhicule électrique de 10 000 euros par voiture? Et évidemment, cette question-là, elle a une réponse évidente, c'est pas très longtemps. Et donc, la question qui nous est posée, c'est quand est-ce que nous allons être capables sur le véhicule électrique, que PSA soutient, puisque je vais ici signaler que PSA a 4 véhicules électriques en vente, une petite Citroën, une petite Peugeot, un petit utilitaire Citroën et un petit utilitaire Peugeot. Donc, il y a 4 véhicules électriques du groupe PSA actuellement en vente. Eh bien, nous soutenons les véhicules électriques, mais nous devons regarder, évidemment, au-delà de nos seuls intérêts. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse sereinement traiter cette question-là sans traiter cette double dimension. Pendant combien de temps pouvons-nous soutenir la vente de véhicules électriques? Eh bien, la réponse est jusqu'à ce que les freins à l'achat soient traités. Or, les freins à l'achat, ils vont être traités dans un délai en termes d'autonomie pour les véhicules électriques qui dépasse les 5 ans. Donc, allons-nous être capables pendant 5 ans de soutenir 10 000 euros par voiture électrique vendue? Je crois que vous avez la réponse. La deuxième question, c'est comment traitons-nous en synchrone à la fois la question de la mobilité et la question de l'énergie, car il faut à la fois une mobilité propre et une énergie propre, et les deux vont de pair. Ça, c'est un élément de réflexion que je souhaitais partager avec vous. Deuxième élément qui me semble également important, c'est de se dire que si nous avons un objectif européen qui a été fixé d'atteindre 95 grammes de CO2 en l'année 2020, il faut que vous sachiez que cet objectif auquel souscrivent l'ensemble des constructeurs automobiles européens, il n'est atteignable que dans la mesure où nous avons une diffusion forte du véhicule électrique et du véhicule diesel. Et c'est très important que vous le sachiez. Donc les deux sont nécessaires. Et je n'ai pas, là encore, de divergence particulière sur la direction, mais il faut doser. Il faut savoir doser les deux éléments. Donc nous n'avons pas de problème avec le développement du véhicule électrique, puisque nous en vendons. Mais nous voyons bien que pour faire 95 grammes en 2020, il va falloir continuer à diffuser dans des proportions importantes du véhicule diesel. Pourquoi? Parce que le véhicule diesel ne nécessite pas de subvention particulière aujourd'hui. Le véhicule diesel est propre parce que vous l'avez voulu propre grâce à la sévérité de vos réglementations, et le véhicule diesel est aujourd'hui produit en fort volume à un coût maîtrisé. Donc si nous voulons continuer à progresser sur le CO2, il va falloir jouer sur une diffusion en masse du véhicule diesel,
avec une apparition progressive du véhicule électrique qui sera forcément lente, parce que les États ne vont pas pouvoir soutenir économiquement très longtemps ceux qui sont en train de faire actuellement, et parce qu'il faut donner le temps aux techniciens pour résoudre les verrous qui existent encore sur le véhicule électrique. Donc cette transition, elle est forcément longue, et je crois très sincèrement, et au-delà de mon rôle chez PSA, que nous avons besoin de gérer le mix entre les deux de la manière la plus raisonnable, c'est-à-dire, considérer qu'on a besoin du véhicule diesel Euro 6, voire Euro 7, pour atteindre les 95 grammes de CO2 en 2020, et l'objectif que nous allons nous fixer ensuite pour 2030, qui sera, je n'en doute pas, une des discussions du COP 21 à Paris cette année. Donc qu'est-ce qu'on va mettre comme chiffre en 2030 ? Eh bien, pour répondre à cette question, il va falloir quelque part se dire qu'on peut ou qu'on ne peut pas utiliser les véhicules diesel, mais le chiffre va être différent, suivant qu'on peut ou qu'on ne peut pas. Et donc c'est important que vous le sachiez. La diffusion en masse à coût maîtrisé aujourd'hui, elle est liée aux véhicules diesel. Et donc si nous voulons contribuer à la réduction des CO2, il va falloir gérer un mix progressif entre les deux, et ça va prendre du temps. Ça, c'est très important. Sur les véhicules, électriques, au-delà de la question du CO2, où manifestement aujourd'hui, le véhicule diesel est très bien placé, puisqu'un véhicule diesel moderne aujourd'hui, je vous rappelle qu'une Peugeot 208, que nous allons vendre en France en juin de cette année, consomme 3 litres 100. 3 litres 100. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans à peine, aucun d'entre nous n'aurait imaginé qu'aujourd'hui nous aurions une voiture 3 litres 100 en vente. Et évidemment, le véhicule 2 litres 100 que l'un d'entre vous a évoqué, il est dans notre champ de vision à quelques années plus tard. Donc si nous voulons gérer l'atteinte d'objectifs de CO2 pour traiter le problème du réchauffement climatique, qui sont tout à fait nécessaires et tout à fait difficiles à atteindre, il va falloir accepter une diffusion en masse d'un véhicule diesel propre, c'est-à-dire normes Euro 6 ou les normes à venir, et dans le même temps créer les conditions pour que les verrous que le consommateur a dans sa tête, qui aujourd'hui le freinent dans l'achat au véhicule électrique, ces verrous soient progressivement retirés. Donc la densité du réseau de chargement, évidemment, et la question de l'autonomie qui devra être traitée, évidemment, par les constructeurs automobiles grâce à l'évolution de la chimie des batteries. Donc je voulais partager ça avec vous. Sur le domaine des particules, qui est l'autre dimension, je crois que là aussi, nous avons un devoir de réponse. Je voudrais faire un commentaire et laisser la parole à Gilles qui va vous donner des éléments scientifiques plus précis. Le filtre à particules, il fonctionne. Il fonctionne sur des particules, y compris très, très petites. Alors, si nous avons une vision absolutiste du problème et que nous raisonnons en 0 ou 100%, nous savons que dans la vie, ça n'existe pas, le 0 ou le 100%. Si nous avons une vision absolutiste, nous ne trouverons jamais la solution. Mais si nous avons une vision relative, c'est-à-dire que nous constatons les progrès qui ont été réalisés spectaculaires par le filtre à particules, et que dans le même temps, nous observons la densité de particules dans des lieux où il n'y a pas d'automobile, nous allons être surpris. Et Gilles Leborgne a quelques données qui sont issues d'organismes de l'administration française qui ne sont pas donc les nôtres, qui sont vérifiables par vous-même, qui sont de ce point de vue-là parfaitement frappants. Et je vous demande de prêter attention à ceci. Comme vous l'avez souligné au travers de vos questions, le traitement du parc ancien va prendre du temps. Pour répondre à votre question, combien de temps nous faudra-t-il pour changer significativement la donne ? En gros, 10 ans. Et n'oubliez jamais qu'en matière d'émissions de particules, les transports représentent 17% du total. Donc nous sommes tout à fait engagés à travailler sur ces 17% et à progresser, puisque nous sommes apporteurs de solutions. Dans le même temps, nous ne pouvons pas négliger le fait qu'il y a 83% à côté. Et donc là encore, traiter le problème dans sa globalité, d'un point de vue sociétal, est sans doute pertinent. Donc je vais laisser à Gilles la possibilité de vous parler du filtre à particules et peut-être répondre aussi sur la question du biogaz et de l'Euro 6, Euro 7. Ok, quelques mots. Donc le filtre à particules, en fait, c'est un filtre mécanique. J'avais eu la chance d'être audité par vos collègues du Sénat et j'avais amené un filtre où on voyait bien qu'on ne voit pas à travers. Donc le filtre est mécaniquement fermé. Ce qui se passe, c'est que les particules donc, viennent se bloquer mécaniquement. C'est pour ça qu'il fonctionne à n'importe quelle température dès le début du fonctionnement du filtre. Et au bout de 100-300 km, on change le réglage du moteur. Le réglage du moteur de manière à avoir des gaz plus chauds. Et donc on provoque la combustion naturelle des suies qui sont en fait du carbone. Ces suies brûlent avec l'oxygène en excès, donnent du gaz carbonique et de l'eau, évidemment sous forme de vapeur pour l'eau, et qui passent à travers les parois du filtre
qui sont en carbure de silicium, des parois extrêmement fines, et ensuite sont évacuées dans l'échappement. Donc aujourd'hui, ces éléments, donc c'est un mécanisme, mais on mesure, et d'ailleurs l'ADEME avait validé le fonctionnement de ce filtre en indiquant bien que la filtration descendait jusqu'à 7 nanomètres. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on regarde soit les PM10, soit les PM1,5, qui sont 1,5 microns, ou 2,5 microns, ou 10 microns. Donc c'est 10-6 mètres, alors que là, je vous parle de 10-9 mètres. Donc on est vraiment une efficacité importante. Alors quelques chiffres et quelques repères. C'est des éléments qu'on trouve en quelques clics sur AirParif. Aujourd'hui, il y a une mesure en 2010, des mesures de particules dans le métro et le stationnement Aubert, que vous connaissez tous. Aujourd'hui, on est en moyenne à de l'ordre de 329 microgrammes par mètre cube de particules dans cette station. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le seuil d'alerte est à 80 microgrammes et que l'OMS est à 20. Donc, ce n'est pas évidemment pour vilipender ce qui se passe dans les stations de métro ou dans le RER, mais ça n'empêche que c'est l'endroit le plus pollué au niveau de la région parisienne. Dès que vous êtes dans une station de métro, les niveaux sont extrêmement élevés. Un autre élément de repère qui est assez intéressant, c'est, vous savez, les cheminées. Bon, les cheminées, j'y reviens, mais les cheminées, même les meilleures qu'on appelle flammes vertes, aujourd'hui, globalement, sur une année de production, vont produire autant de particules que 15 millions de kilomètres parcourus par un véhicule de diesel moderne. Donc, évidemment, nous travaillons sur ces éléments et dans les futures réglementations Euro 6, j'ai parlé d'Euro 6.1, vous avez une nouvelle réglementation qui va arriver en 2017, vous en aurez une autre avec Euro 7 en 2020, tout ça va continuer à progresser. La question qu'on peut se poser, c'est qu'on progresse, mais qu'il y a quand même 30% qui est concerné, mais 70% qui ne nous apparaît pas, évidemment, traité en termes d'émissions particulières. Merci Gilles. Je voudrais maintenant apporter 2 éléments de réponse à 2 questions qui ont été posées. Et je m'excuse par avance. Peut-être que ma réponse va vous apparaître un peu surprenante. Je m'en excuse auprès de vous. Elle est surtout respectueuse, ma réponse. Vous m'avez posé la question de savoir si nous étions en train de sacrifier le long terme de l'entreprise au profit du court terme en limitant nos dépenses de R&D. Eh bien, je voudrais vous dire que ma conviction, c'est exactement l'inverse. Et pourquoi c'est exactement l'inverse? C'est que si nous ne traitons pas, en tant qu'entreprise automobile, la question de l'efficience de nos dépenses, c'est-à-dire la question de savoir combien d'objets nous pouvons créer, combien de moteurs nous pouvons développer, combien de technologies nous pouvons développer, combien de produits nous pouvons développer pour une masse de dépenses données. Autrement dit, si nous n'améliorons pas l'efficience de notre création, ce qui va évidemment se passer, c'est qu'il n'y aura pas d'avenir pour l'entreprise, puisque l'entreprise dans son ensemble ne sera pas efficiente. Car ne pas avoir un amont de l'entreprise parfaitement efficient, c'est mettre toute l'entreprise dans une dynamique de manque de performance. Et donc, s'occuper du rendement de la dépense en R&D aujourd'hui et l'amener sous le leadership de Gilles Le Borgne à un niveau de performance plus élevé, c'est justement protéger l'avenir de l'entreprise, puisque nous aurons un métier de recherche et développement qui sera performant dans sa capacité à bien utiliser les montants qu'on leur confie. Donc, de manière un peu paradoxale, mettre aujourd'hui une limite très raisonnable et très compétitive au montant de dépenses de R&D, c'est nous mettre, nous, en situation d'améliorer le rendement de notre argent dépensé, l'organisation, la manière dont nous travaillons ensemble, la transversalité de collaboration dans les différents métiers, la manière dont nous anticipons les résultats de performance de nos voitures par le calcul plutôt que par l'essai systématique, etc., l'ensemble de cette modernisation du processus de création, qui est évidemment mise sous contrainte d'une limite budgétaire et qui force au progrès, eh bien c'est ce qui, justement, nous garantira un avenir à moyen et long terme, parce que nous aurons un amont de l'entreprise qui sera performant. Donc, vous voyez, c'est une réponse un peu paradoxale, tout à fait respectueuse à votre question. Vous m'avez posé la question de l'hybridaire. Vous m'avez aussi posé la question de Madame la Présidente m'a dit, mais vous demandez de la neutralité technologique, mais nous, on a envie de décider sur du réel, ce que je comprends et ce que je respecte parfaitement. Je voulais ici éclairer la chose suivante. Une des raisons pour lesquelles nous avons développé l'hybridaire qui marche et que nous avons mis sur étagère,
c'est évidemment qu'aujourd'hui, on ne sait pas augmenter le prix de nos voitures d'à peu près 3 000 à 4 000 euros pour couvrir le surcoût de cette technologie, puisque le client ne l'achèterait pas. Mais c'est aussi parce que c'est une technologie qui nous est propre, qui fait que si demain, l'ensemble des constructeurs automobiles venaient à dire il faut aller dans telle ou telle direction dans leur dialogue avec le gouvernement, et que nous nous retrouvons, nous, isolés, comme étant les seuls à utiliser cette technologie face à la position de tous les autres, évidemment, il n'y a aucun gouvernement au monde qui va donner raison à un seul acteur en disant « Non, non, moi je veux la technologie de cet acteur et tous les autres, vous devez vous aligner ». Ça ne se produira pas. Et donc c'est la situation à laquelle nous sommes tous collectivement confrontés, c'est que si nous choisissons des technologies plutôt que des résultats, nous allons inhiber la capacité créatrice des entreprises qui est au service des communautés dans lesquelles nous opérons. Donc la meilleure façon de nous mettre à contribution pour l'amélioration de la santé et de la qualité de vie de nos concitoyens, c'est de nous fixer des objectifs certes sévères, mais qui nous laissent totale liberté pour exprimer la créativité de nos forces de recherche et développement pour qu'on apporte des solutions qu'évidemment, à un instant donné, on peut ne pas connaître, mais sur lesquelles on va travailler pour atteindre un objectif difficile que vous nous aurez assigné. Et donc, vous voyez que là, la neutralité de la technologie qui se transfère sur la sévérité des objectifs, mais la créativité des entreprises automobiles au service des meilleures solutions pour nos concitoyens. Et donc, paradoxalement, là encore, je pense que s'exprimer en objectif plutôt qu'en solution, c'est la meilleure façon d'aider nos concitoyens à bénéficier d'une meilleure santé et d'un meilleur environnement de vie. Voilà deux éléments que je voulais mettre ici en exergue pour répondre à vos questions. Alors, j'ai encore plein de questions ici, je vais essayer de les grouper autant que je peux. Il y a une question sur le CICE. Le CICE, c'est très clair. Ça va clairement dans le bon sens. Ça va clairement dans le bon sens. Pour autant, pour vous donner des ordres de grandeur, sur une masse salariale de l'ordre de 4 milliards de francs, d'euros, pardon. Merci de me corriger, Mathilde. Il faut que je me modernise. 4 milliards d'euros, une masse salariale de l'ordre de 4 milliards d'euros en France, le CICE, ça représente pour l'entreprise PSA à peu près 100 millions. Vous voyez l'ordre de grandeur? C'est à peu près ça. Maintenant, c'est un pas qui va dans le bon sens. Clairement, il nous permet d'améliorer les équations économiques pour affecter des nouveaux projets en France. Donc je veux que les choses soient claires entre nous. Ça va dans le bon sens, dans des proportions qui sont celles que je vous ai indiquées. Ça nous permet, quand on fait une équation économique, d'aller améliorer l'équation économique d'un véhicule qui est en concurrence pour être affecté dans une usine française par rapport à une autre usine. Donc je veux que les choses soient très claires entre nous. C'est une bonne mesure. Elle ne change pas la nature du chiffre significatif. Et surtout, elle ne nous dispense pas du travail que nous devons nous-mêmes faire pour améliorer la performance de notre entreprise, que ce soit dans le rendement de notre ingénierie, que ce soit dans la qualité du dialogue avec nos fournisseurs, ou que ce soit dans le rendement de notre outil industriel, et tout en demandant en permanence votre soutien et votre accompagnement, nous restons conscients que les efforts, c'est d'abord à nous de les faire, et quand nous allons buter sur des écueils qui représentent une pénalité par rapport à nos concurrents, eh bien comptez sur nous pour venir vous l'expliquer. Mais je pense que nous avons plus à faire chez nous par la qualité du dialogue et par l'acceptation d'une idée simple, c'est que le status quo, c'est la disparition, et la dynamique de changement et le progrès, c'est l'avenir, et c'est la pérennité. Et c'est ce dialogue-là que nous avons avec nos partenaires sociaux. Évidemment, ce n'est pas facile, parce que le changement, c'est plein d'inconnus. Le changement, ça peut provoquer des angoisses. Vous m'avez posé la question de savoir si nous allions perdre notre indépendance par la présence d'un acteur chinois à notre capitale. Je veux là-dessus vous rassurer, et vous rassurer en toute sincérité. Nous avons évidemment un actionnaire qui est très content de constater qu'en l'espace de 12 mois, sa valeur de capitalisation boursière des 14% qu'il détient dans l'entreprise a été doublée. Donc il est conforté dans l'investissement qu'il a fait. Mais il faut reconnaître, là aussi, en toute honnêteté, que vu de la Chine, il y a un an, investir 800 millions d'euros dans PSA, ce n'était pas évident. Et qu'il y avait sans doute, à ce moment-là, plein de gens pour dire pourquoi vous allez investir dans une entreprise française qui est aussi mal en point, etc. Pourquoi avez-vous confiance dans le fait qu'ils vont se redresser, etc. Donc, il est normal que notre plan de reconstruction portant ses fruits, eh bien, cet actionnaire-là, au même titre que l'État français,
qui a aussi vu le montant de sa participation doubler en 12 mois, comme évidemment la famille Peugeot, eh bien, les 3 acteurs de tête ont vu la valeur de leur participation dans l'entreprise doubler en l'espace de 12 mois. Et ils se comportent de manière absolument exemplaire, c'est-à-dire qu'ils nous ont jusqu'à présent accordé leur confiance. Nous avons l'autonomie pour faire ce que nous avons à faire, y compris les choses qui parfois ne sont pas des décisions les plus populaires, mais qui sont nécessaires pour assainir l'entreprise et la rendre plus performante. Donc je voulais vous dire que de ce point de vue-là, je ne perçois aucun risque. Et donc je trouve que nous ne devons pas nous laisser emporter par nos anxiétés. Ceci n'est pas réel. Je m'en porte le garant ici devant vous. Vous avez posé beaucoup de questions sur à la fois l'avenir de l'entreprise et sur l'usine de Rennes. Donc je veux répondre à ces 2 questions importantes. Pardon? Et Aulnay, absolument. Donc je vais aussi prendre Aulnay. Pour ce qui est de l'avenir, d'abord, nous avons un 3e critère de reconstruction économique à atteindre, c'est la marge opérationnelle de la division automobile. C'est le critère qui mesure le mieux l'efficience du fonctionnement d'un constructeur automobile, puisque c'est celui qui capte tout le processus de création de l'objet, de validation de l'objet, de fabrication de l'objet et de distribution de l'objet. Donc avec la marge opérationnelle de la division automobile, on mesure véritablement l'efficience de l'entreprise. Donc nous sommes actuellement en train d'activer tous les leviers du plan de reconstruction Back in the Race. Ces leviers sont suffisants pour nous emmener à l'atteinte de cet objectif. Et la seule question qui reste en suspens, c'est quand est-ce que nous allons l'atteindre. Nous avons dit que nous l'atteindrons au plus tard en 2018. Tous les observateurs nous connaissent et connaissent l'esprit compétitif de l'équipe à la tête de PSA et donc savent que nous tentons de le faire plus tôt. L'avenir nous le dira si on va y arriver ou pas, mais il est clair que les leviers du plan Back in the Race sont suffisants, tels qu'ils sont aujourd'hui mis en œuvre pour atteindre cet objectif, et je suis serein par rapport au fait que nous l'atteindrons, ce qui veut dire que la fin de la période de reconstruction économique de PSA, elle est proche, elle est devant nous. Quand ceci sera fait, eh bien nous aurons évidemment pour l'ensemble des collaborateurs de PSA qui partagent une communauté de destin avec leur entreprise, eh bien, le privilège et le plaisir de poser sur la table l'ensemble des options qui se présentent devant nous, puisque nous serons à nouveau maîtres de notre destin, ayant une entreprise sans dette, rentable et qui génère du cash flow positif de manière récurrente. À ce moment-là, nous avons fondamentalement 2 options qui peuvent éventuellement se combiner. Nous avons une option qui est une option de développement dans une position de croissance organique, c'est-à-dire par nos propres moyens. Et évidemment, nous pouvons, grâce à nos résultats, nous donner les moyens financiers d'engager cette croissance rentable. C'est ce qu'on appelle dans le jargon une croissance organique stand-alone, en position isolée. C'est une voie. Elle a des avantages et des inconvénients. Elle a l'avantage, évidemment, de nous laisser le total contrôle de ce que nous allons décider. Elle a l'inconvénient d'une certaine lenteur, c'est-à-dire c'est une démarche qui nécessite de la patience, ce qui peut nous faire rester dans une position de faible taille, comme vous l'avez souligné, pendant une durée plus importante, donc ça nous rend un peu plus vulnérables. Donc ça, c'est une voie. Cette voie, elle va forcément nous amener sur des marchés mondiaux dans lesquels on n'est pas aujourd'hui présent, parce qu'il faut devenir un grand acteur mondial. Mais là, des limitations qui sont liées à la pente de croissance, qui est évidemment plus faible que si nous avions, dans l'autre scénario, une alliance stratégique avec un autre constructeur pour nous porter dans ce que vous avez appelé le club des titans, c'est-à-dire le club de ceux qui sont entre 8 et 10. Alors, le club des titans, parce que j'aime bien les choses claires, qui ont un débat où on écoute les arguments des uns et des autres, évidemment, ça apparaît comme une solution qui nous apporte la taille. À quoi ça sert d'être un constructeur de grande taille? Ça sert essentiellement à 2 choses. La première, c'est à diluer les coûts d'ingénierie, puisque vous allez diluer les coûts d'ingénierie sur un volume par modèle plus important. Donc, vous améliorez la rentabilité de chaque modèle, puisque vous diluez les coûts d'ingénierie sur des volumes par modèle qui sont plus importants. Ça apporte également une puissance d'achat qui est plus forte, puisque vous pesez plus dans le business de vos fournisseurs. Mais comme je sais que vous vous préoccupez, et à juste titre, de la pression que le tissu de fournisseurs pourrait recevoir de la part des constructeurs, sachez qu'un constructeur qui pèse 10 millions de voitures par an met beaucoup plus de pression qu'un constructeur qui en pèse 3. Et c'est là que se situe d'ailleurs la différence en compétitivité des coûts pour le constructeur automobile. Donc la taille, ça sert essentiellement à avoir des achats avec un bras de levier plus important et à diluer les coûts d'ingénierie. Ce sont des facteurs positifs,
vu de la rentabilité du constructeur. Mais la taille, ça apporte aussi de la lourdeur, de la bureaucratie, de la lenteur, un déficit de manœuvrabilité. Donc ça présente aussi d'autres inconvénients. Alors la position que nous avons prise et que j'ai proposée au comité exécutif et au conseil, elle est très simple. C'est d'abord de ne pas se disperser, rester concentré sur l'exécution du plan Back in the Race. D'abord, on termine notre redressement pour être dans une position d'assainissement de l'entreprise qui soit indiscutable. Ensuite, on pose le jeu, on pose les différentes alternatives de manière la plus objective, sans idée préconçue, et on évalue les avantages et inconvénients, et on prend une décision qui, évidemment, vous l'imaginez, ne sera prise qu'avec l'accord de nos 3 actionnaires de tête, donc l'État français, la famille Peugeot et Dongfeng, puisque c'est eux qui auront évidemment à nous orienter dans ce domaine. Nous apporterons les éléments nécessaires. Et donc là, je veux simplement peut-être mettre un peu de sérénité vis-à-vis soit de la pensée unique, qui consisterait à penser qu'il faut à tout prix devenir gros, soit, je dirais, de l'audace irresponsable, qui consisterait à penser que quand on est tout petit, on peut toujours s'en sortir. Entre ces 2 extrêmes, il peut y avoir des choses à discuter et des choses à construire. Voilà ce que je voulais apporter comme élément de réponse à cette question. Évidemment, je ne doute pas que nous aurons à en rediscuter, mais j'ai bien apprécié l'expression « seul, petit et peu rentable ». Pour ce qui est du peu rentable, on va s'en occuper. Pour ce qui est du petit et du seul, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, pour continuer sur la question de Rennes, ce que je dis aux collaborateurs de Rennes, c'est ce que je dis à tous les collaborateurs de toutes nos usines en France et que je vous répète ici, avec respect et conviction. La première chose, c'est qu'il faut transformer l'inquiétude et l'anxiété en action. L'inquiétude et l'anxiété n'ont jamais résolu des problèmes. Généralement, elles en rajoutent des problèmes. Donc, ce que nous avons fait, et je prends ici l'exemple de Rennes, ça a été assez simple. D'abord, nous avons respecté le nouveau contrat social avec nos partenaires et nous avons affecté à l'usine de Rennes un véhicule qui s'appelle en nom de code la P87, qui est le successeur du Peugeot 5008. Donc, ceci est décidé. Et nous l'avons décidé sur la base d'un plan d'action qui repose sur 3 éléments. Un premier élément qui est celui de la performance intrinsèque à l'usine. Et nous avons fixé à l'usine de Rennes un objectif que je qualifie de particulièrement raisonnable. Certains pourraient le qualifier de conservateur. En fait, il est difficile, compte tenu du point de départ de l'usine actuellement, qui est d'être aussi performant à Rennes en qualité et en coût que la performance que nous avons dans l'usine de Sochaux. Donc, nous avons demandé à Rennes d'être au même niveau qu'une autre usine du groupe PSA en France. Ce qui est, je crois, particulièrement légitime. Maintenant, je vous prie de croire que le gap de performance qu'il faut combler pour y arriver n'est pas négligeable, n'est pas du deuxième ordre. Mais c'est un challenge qui est dans les mains de l'équipe de Rennes et qu'ils ont pris parce qu'ils considèrent effectivement qu'il est légitime qu'on leur demande d'être aussi performant qu'une autre usine en France. Premier point. Évidemment, il permet de combler un écart de coût significatif. Le deuxième élément que nous avons décidé, c'est qu'il était clairement visible que dans les propositions qui nous étaient faites par nos partenaires fournisseurs, bon nombre d'entre eux considéraient qu'on allait fermer cette usine et intégrer dans leur offre des éléments d'anticipation de coûts d'une éventuelle restructuration de leurs ateliers qui n'étaient pas légitimes, puisque non seulement nous n'avions pas pris cette décision, mais c'était ma volonté claire de ne pas la prendre. Donc nous avons repris chacun de nos fournisseurs, chacun de nos partenaires, en leur disant non, vous avez mal compris. Un, on ne vous a jamais dit qu'on allait la fermer, et 2, on n'a pas du tout l'intention de le faire. Donc on vous demande de reprendre vos offres, de reprendre vos propositions et de les améliorer au même titre que vous l'avez fait pour les autres usines dont vous vous dites qu'elles ont, elles, une pérennité. Donc ils ont fait ça, ils ont amélioré les offres et ça a amélioré l'équation économique du projet. Et troisième élément, je crois que l'un d'entre vous l'a souligné, et à juste titre, nous avons une pénalité logistique amont pour cette usine, puisqu'elle est à l'ouest, et que nous avons un centre de gravité industriel en France qui est plutôt à l'est, donc une base fournisseur qui est un peu éloignée. Et effectivement, pour transporter les pièces jusqu'à l'usine de Rennes, eh bien, nous avons un certain nombre de pénalités. Et là-dessus, nous avons utilisé ce qui est dans le droit français, c'est la possibilité de faire appel à nos partenaires locaux pour savoir de quelle façon nous pouvions bénéficier de leur soutien pour combler cette pénalité logistique. Eh bien, ces 3 actions-là
en partant d'une situation d'anxiété et d'inquiétude, nous ont permis de construire un plan d'affaires, un business plan pour ce projet qui est maintenant rentable et qui nous conforte dans la décision que nous avons prise et qui permettra, je l'espère, pendant la durée de fabrication de ce véhicule, de démontrer l'efficacité économique de l'usine et donc de lui ouvrir l'avenir qui se présentera derrière. Et évidemment, je veux ici rappeler qu'ils ont 8 ans de profondeur de champ et qu'il y a peu d'industrie dans notre pays qui peut offrir 8 ans de profondeur de champ. Donc il y a à la fois la volonté, l'organisation et le temps pour travailler à améliorer la performance de cette usine. Alors, vous avez posé la question d'Aulnay et je m'en voudrais de ne pas y répondre. Il y a 2 dimensions dans ce que vous avez dit. Il y a une dimension qui est le reclassement des collaborateurs d'Aulnay. L'entreprise PSA a pris des engagements très très clairs là-dessus. Je sais qu'un certain nombre de personnes ont à cœur de dire que nous n'avons pas respecté nos engagements. Et avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour vous, je ne peux pas vous laisser dire ça. Et je vais donc vous adresser une lettre pour vous donner les éléments chiffrés de cela, qui sont suivis personnellement par notre patron des RH et par moi-même, puisque la question, c'est une balle qui rebondit en permanence, il y a toujours quelqu'un pour la faire rebondir. Donc je vais vous adresser une lettre très respectueuse et très objective avec tous les chiffres pour que vous le sachiez. Ceux qui n'ont pas été reclassés, c'est ceux qui n'ont pas voulu accepter un certain nombre de propositions. J'ai eu des exemples que j'ai trouvés parfaitement raisonnables. Et donc, je vais vous citer ces cas-là pour que vous puissiez voir jusqu'où, dans notre ouverture d'esprit, nous sommes allés pour respecter nos engagements. Alors, je ne vous dirai pas qu'il ne peut pas y avoir un exemple ou un cas particulier dans les 3000 que vous avez cités, mais croyez-moi bien, nous avons l'intention, la ferme intention de totalement respecter nos engagements parce qu'il en va de la crédibilité de l'entreprise, ce qui évidemment dépasse largement ma personne. Pour ce qui concerne la reconversion du site, sous le pilotage direct du secrétaire général de l'entreprise, nous avons un projet qui a été validé avec les entités locales, avec les représentants du préfet, si ce n'est le préfet lui-même, qui constitue aujourd'hui le socle de notre accord. Alors, il ne nous a pas échappé qu'il y a un certain nombre d'idées qui fleurissent ça et là, ou d'autres idées qui pourraient être mises sur la table. Moi, je considère que nous avons fait un travail transparent, collaboratif, avec les communes locales, avec les entités locales, avec les représentants du préfet, pour construire un avenir, et je crois un avenir assez séduisant pour cette zone-là, et mettre cette zone-là au service de la collectivité. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ça notre référence, et c'est cette référence-là qui est le fruit de notre accord que nous allons essayer, je l'espère, de mettre en œuvre. J'espère qu'on ne sera pas perturbé dans la bonne mise en œuvre de cet accord. En tout cas, le secrétaire général en personne pilote ce dossier et me rend compte de manière régulière, mais je reste à votre disposition si jamais il y a des choses à un moment donné qui vous semblaient dérailler. Je suis tout à fait à votre écoute. Voilà ce que je peux vous dire sur cette question. Alors, il y a encore beaucoup de questions, Monsieur le Président. Vous me direz jusqu'où je dois aller. Vous m'avez posé la question sur le véhicule électrique et l'hybride rechargeable et la voiture à hydrogène. Je demanderai à Gilles de vous dire 2 mots sur la voiture à hydrogène. Sur le véhicule électrique, ce que nous voyons, c'est que sur les 2 principaux verrous du véhicule électrique, qui sont l'autonomie et la densité du réseau de chargement, sur la densité de réseau de chargement, vous en savez autant que moi, puisque c'est vous qui le décidez. Sur l'autonomie du véhicule électrique, je pense que la chimie des batteries va continuer à progresser, mais elle va progresser à une vitesse qui me laisse à penser qu'à l'horizon de 3-5 ans, nous aurons des autonomies qui, au mieux, auront progressé de 50 à 70% par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. C'est ça l'ordre de grandeur de ce que nous voyons sur le plan technique lié au progrès de la chimie des batteries. 50 à 70% par rapport à ce qui est aujourd'hui affiché sur les véhicules en vente. C'est ça l'ordre de grandeur de ce que je vois. Ce qui veut dire qu'à l'horizon de 3 à 5 ans, le véhicule électrique continuera à être ce que nous appelons un véhicule, excusez-moi de l'anglicisme, un véhicule de commuting, c'est-à-dire le véhicule que vous pouvez utiliser pour aller au travail tous les jours et rentrer à la maison le soir, mais pas le véhicule que vous allez utiliser pour partir en vacances avec toute votre famille parce que l'autonomie, parce que le volume, l'habitabilité ne seront pas conformes à vos attentes. Ça ne veut pas dire qu'un jour le véhicule électrique ne va pas résoudre ce problème-là. Il y a des constructeurs qui mettent beaucoup plus de batteries dans les voitures, qui sacrifient d'autres prestations pour augmenter l'autonomie, qui pénalisent le prix. Mais sachez aussi que
La difficulté du véhicule électrique que je soutiens, je le rappelle, que nous soutenons, nous PSA, puisque nous en vendons, c'est aussi que la partie chaîne de traction et batterie est extrêmement onéreuse. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, il faut le soutenir au niveau de son prix de vente, sans quoi le consommateur ne peut pas se l'offrir. Et ce surcoût technique, il reste extrêmement élevé, ce qui veut dire qu'il va effectivement y avoir un moment critique où nous devons avoir suffisamment de véhicules électriques dans la rue pour que la production en volume permette d'envisager des réductions des coûts par la productivité industrielle. Ce moment, je ne le vois pas à l'horizon 3-5 ans, peut-être à 10-15 ans, mais en tout cas, c'est ça la tendance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne pouvons pas envisager la question du véhicule électrique sans envisager la question de l'énergie propre, sans oublier évidemment, les choses que vous savez, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, ni sur la propreté de l'électricité, ni sur le coût de l'électricité, sur ne serait-ce que la région Europe. Pour ce qui est du plug-in hybride, le plug-in hybride, ou l'hybride rechargeable, il a la capacité, pour un surcoût très important, de concilier le meilleur des deux mondes, puisqu'il offre, par le caractère rechargeable, la possibilité de faire du zéro émission, c'est-à-dire du mode électrique pur, sur une autonomie qui est très limitée, disons de l'ordre de 50 km, ce qui veut dire que quand vous franchissez le périphérique, si vous voulez aller jusqu'à votre domicile dans Paris, vous pouvez aller du périphérique à votre domicile et ressortir de Paris avec un mode électrique pur, pour une autonomie de l'ordre de 50 km. Et quand vous êtes sur d'autres usages et que vous voulez faire un Paris-Marseille et avoir une autonomie qui vous permet d'aller à destination, vous avez une autonomie égale ou supérieure à un véhicule thermique classique, parce que là, vous conciliez à la fois l'électrique et le thermique, et donc là, vous allez bénéficier de tous les avantages que vous connaissez déjà dans votre berline ou dans votre monospace aujourd'hui, et qui sont évidemment nécessaires pour le confort de votre famille et de vos déplacements. Donc le véhicule hybride électrique, il a cet avantage de concilier le meilleur des deux mondes, le zéro émission sur une faible autonomie en centre-ville, avec la grande autonomie sur des plus grandes distances. Il représente un surcoût assez spectaculaire, je dois vous le dire. Et donc le plug-in hybride, il va être introduit par le haut de gamme, donc pour des véhicules qui sont d'une diffusion plus faible, avec des prix plus importants. Nous allons l'introduire, alors je précise ici, pour le plug-in hybride comme pour le véhicule électrique dans la période 2019-2020. Donc c'est à la fois peut-être à notre échelle une durée une échéance qui n'est pas si proche, mais à l'échelle des constructeurs automobiles, c'est relativement rapide. Et Gilles Le Borgne et ses équipes travaillent à l'introduction de ces technologies au meilleur niveau de compétitivité de l'industrie automobile, et je lui fais totalement confiance. Mais il faut que vous sachiez que le plug-in hybride, ça veut dire des prix de vente des véhicules très élevés, une introduction par le haut de gamme, et les véhicules électriques représentent pour le moyen terme encore des véhicules de commuting avec des surcoûts liés au pack batterie qui sont des surcoûts très importants. Alors, vous n'avez pas évidemment oublié de noter que lorsque nous avons eu le pic de pollution à Paris, c'est tout le nord de la France qui était affecté par ce pic de pollution. Ce n'était pas forcément, et évidemment pas les véhicules roulant dans Paris qui étaient à l'origine de ce pic, c'était toute une nappe de pollution qui couvrait la moitié nord du pays. Et donc, raison pour laquelle on ne peut pas traiter cette question-là uniquement avec notre réglementation. C'est aussi une question qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce que la France se pénaliserait dans sa propre maîtrise d'une technologie qui, répandue en quantité suffisante, peut traiter le problème de CO2, alors que dans la production d'énergie tout autour de notre pays, nous avons évidemment des émissions qui ne sont pas aussi vertueuses que celles que nous imposons à nous-mêmes. Donc je veux ici vous alerter sur le fait que toute réglementation qui serait spécifique à notre pays, aussi vertueuse qu'elle le soit, aussi pertinente qu'elle le soit, elle a par écart vis-à-vis de la réglementation européenne aussi le potentiel de nous mettre dans une situation de pénalité vis-à-vis de nos concurrents, ce qu'évidemment nous ne souhaitons pas, et vous les premiers, je le sais. Vous avez posé la question de savoir si la complémentarité des marques signifiait que Peugeot et Citroën... Oui, pile à combustible.